Bienvenue dans le podcast Qui se cache sous la robe, le podcast qui vous fait réfléchir à votre relation client et à votre posture professionnelle. Moi, c'est Guylaine, coach professionnel certifié et ancienne avocate. J'adore poser des questions. Alors, quoi de plus naturel que de le faire avec mes invités ? Ma mission ? Que clients et avocats apprennent à mieux s'entendre et se comprendre. Vous voulez réapprendre à vous écouter mutuellement ? À comprendre l'autre ? Identifier vos biais cognitifs et vos croyances ? Vous êtes au bon endroit pour remettre l'humain au cœur des relations. Bonne écoute ! Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver dans cette saison 2. Je suis repartie sur les routes à aller interviewer à droite à gauche des petites pépites et je vous réserve une petite surprise, une mini-série, une mini hors-série cette année. Quoi qu'il en soit, on repart avec des épisodes solo et des interviews. Et aujourd'hui, vous allez découvrir Gisèle Roche. Et dans cette première partie de l'interview, on va aborder son parcours, encore une fois atypique, mais qui va peut-être donner des envies à certaines d'entre vous de voir, de se dire « Ah, mais moi aussi je peux être avocate » et peu importe si j'ai fait des études scientifiques, littéraires, si je n'ai pas suivi le cursus classique qu'on nous bourrine le crâne au démarrage. Et vous verrez petit à petit, enfin c'est pas petit à petit, très volontairement, nous avons parlé campagne et avocat à la campagne. Bonjour Gisèle. Bonjour. Ravie de te recevoir et de t'accueillir sur Qui se cache sous la robe. Et je te laisse te présenter auprès des auditeurs. Alors, je suis Gisèle Roche, je suis avocate en droit des affaires et j'ai créé depuis 1 an donc un cabinet où je suis en solo qui s'appelle Ficus Avocat et qui intervient essentiellement sur le Nord-Isère. Ok. Alors le Nord-Isère, c'est quoi exactement cette région ? Ah, région assez vaste. Nord-Isère pour moi c'est un petit peu mon berceau, les terres froides. Et puis aussi c'est toute la région aussi bergalienne, voire même un petit peu Tour du Pin, tout cet axe autour de la 43 qui est assez dynamique. Ok. Je dirais qu'on va des portes de Lyon quand même, si on voit grand, on va des portes de Lyon jusqu'aux portes de Chambéry. Ah ouais. Là tu vois grand, c'est bien. On a du grand axe. On a du grand axe, attends. On utilise tout le territoire, nous. Exactement. C'est l'avantage, c'est qu'en fait, les avocats, ça bouge. Exactement. C'est vrai. On n'a pas de restreinte au niveau géographique et ça nous permet effectivement de bouger. Et puis c'est ça qui est intéressant aussi, d'ailleurs, de bouger aussi un peu. Alors justement, quand on dit bouger, peux-tu me dire comment toi, tu aimes procéder avec tes clients ? Est-ce que c'est plutôt tes clients qui viennent te voir à ton cabinet ou c'est plutôt toi qui bouges ? Ah, c'est plutôt moi qui bouge. La plupart du temps. Pas la plupart du temps, mais assez régulièrement, c'est moi qui bouge. Déjà parce que c'est très intéressant, je trouve, d'aller moi, je travaille avec des entreprises, donc d'aller sur le terrain de l'entreprise et puis de voir effectivement comment ils sont installés, comment ça se passe concrètement. Souvent, en plus, ils sont très friands de l'idée de te montrer en fait la façon dont ils exercent leur métier, si c'est une usine, comment fonctionne l'usine, si c'est, ils te montrent en fait le concret de leur activité. Donc, je trouve que c'est très très bien d'aller chez eux, en fait. Mmh. Ça t'apporte quoi de plus ? Je trouve que t'as pas le même contact. Moi, le maître mot, tu le sais, c'est la proximité avec mes clients. Et je trouve que quand t'es dans un bureau, s'ils viennent dans mon bureau, ça peut être vite un peu plus formel pour eux, un peu plus coincé entre guillemets, que d'aller les voir. Ça casse tout de suite, je trouve, une barrière et on arrive plus à avoir cette proximité avec le client. Mmh. Ok.
Et est-ce que c'est parce que tu aimes cette proximité que tu, exerces, on va dire, à la campagne ou ou ça s'est fait autrement, en fait? Alors, je dirais que ça s'est fait, naturellement. J'ai démarré, dans une grande ville à Lyon, donc c'était un autre contexte. Mais on n'a pas la même relation clientèle, je trouve, avec des clients qui sont sur Lyon, dans une grande ville en général, que avec des clients qui sont à la campagne, si on peut dire. Euh, la proximité, tu la crées naturellement, en fait, ce qui se fait moins facilement, je trouve, en ville. D'accord. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ton parcours? Ah, alors le fameux parcours atypique. Le fameux Les parcours auditeurs, ils ont l'habitude, atypique, hein. c'est ça. Donc on va démarrer par la base du bac scientifique qui m'a amené malgré tout à faire du droit derrière. Comme quoi. Rien à voir, rien à voir. Donc je suis partie d'un bac option maths, vraiment matheuse, pour arriver me dire bah non finalement je vais partir faire des études de droit. Excellent. J'ai fait un DUT donc en 2 ans. Un DUT en droit, donc qui était assez général, qui balayait un peu toutes les matières du droit, avec quand même un droit privé en spécialité. Et puis j'ai commencé à travailler tout de suite, en fait, en cabinet d'avocat, direct après mes 2 années. Et après Mmh. j'ai fait toutes mes études en fait en travaillant. Donc ça veut dire que j'ai repris mes études en cours, ce qu'on appelait anciennement les cours du soir, mais qui étaient plus des cours du soir, mais des cours du samedi, ou des cours en semaine en adaptant mes semaines de travail. Donc c'était un petit peu folklore. Et j'ai fait ça, ouais, pour passer ma licence en droit, pour passer mon master en droit, pour passer le DJCE et le diplôme d'avocat. J'ai tout fait en travaillant, en fait. Waouh! Donc, un peu atypique, effectivement. Oui, c'est atypique et puis moi je trouve quand même que ça démontre aussi, la volonté et alors c'est pas le mot que je cherchais, mais, la persévérance que tu as dû faire preuve, en fait. Parce que déjà des études de droit, on va dire classiques, ce que moi j'ai pu faire à la fac, qui n'est pas un DUT, donc déjà la base, Mmh. Mmh. tu déjà atypique là-dessus. C'est très lourd, c'est très dense comme cursus et là, tu es en train de me dire que tu as fait un DUT pour sortir au final, bah, juriste, et que tu as exercé dans des cabinets d'avocats et du coup, comme ça, j'imagine t'a plu, mais on reviendra peut-être dessus après. Tu as, Mmh. tout en travaillant, fait des études du soir alors que la plupart des gens ils passent, 5 jours, 6 jours ou voire même 7 jours par semaine à ne penser et ne faire, que droit. C'est ça. C'est ça, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai pas eu conscience sur le coup de ce que je me lançais à faire. Je pense pas. Je dis toujours qu'il fallait un petit part de folie quand même Oui, je pense. pour avoir démarré ça. J'étais pas consciente peut-être de ce dans quoi m'embarquais. Mais oui, je l'ai fait, mais parce que ça me plaisait, parce que oui, j'avais cette volonté en fait d'arriver à ce que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire une fonction totalement indépendante, un poste une fonction d'avocate. Voilà, dès que j'ai commencé à travailler dans le droit, je me suis dit bah effectivement, je vais très très vite m'ennuyer si je fais qu'exécuter en fait ce qu'on me demande de faire, quoi. D'accord. Donc très vite, il a fallu que je prenne la main en fait sur les dossiers et c'était ma volonté en fait. Et puis j'adore apprendre en fait. Enfin, j'adore apprendre. C'est fini maintenant. J'ai arrêté les études, mais Tu apprends mais autrement. j'aime bien j'apprends autrement. Ouais, on apprend tous les jours, surtout dans nos métiers. Mais j'aime bien en fait. Ouais, j'ai la curiosité en fait d'aller voir les choses, d'apprendre à les faire, de les maîtriser. J'ai toujours eu cette envie là en fait. OK, d'accord. Ouais.
Mais il me semble qu'en plus des études du soir, qui sont en fait des études du samedi, hein, C'est ça, ou de fin de c'était pas semaine, quoi. encore suffisamment lourd à porter. Il me semble que tu t'étais aussi lancé là-dedans, bah, pile au moment où, du côté perso, il y avait eu des changements. Oui, il y a eu quelques changements. Ouais, j'ai décidé en fait de faire le master. Alors la licence, je l'ai faite. J'étais en couple, mais j'avais pas d'enfant. Et le master, en fait, j'ai décidé de le faire au moment où je suis tombée enceinte de ma fille, donc mon premier enfant. Donc je me suis dit, c'est une bonne idée de conjuguer à la fois une maternité et puis une reprise d'études. Voilà, donc Et quand le ma boulot. fille avait à peine 1 an, oui, j'ai démarré. Et le boulot, bien sûr, que j'ai continué tout le temps. Ouais, ma fille avait à peine 1 an quand j'ai démarré les études de master. Donc pour master et DJCE, c'était 3 ans. Et puis je me suis dit, bah un seul enfant, c'est pas bon, donc il faut en faire un deuxième. donc donc forcément, je suis tombée très vite enceinte de mon fils et mes enfants ont 2 ans d'écart. Donc le petit deuxième est arrivé entre les 2 années de master. Hein, il s'est bien programmé. Voilà pour naître en janvier, donc j'ai pas trop loupé de cours. Ah ouais, Voilà. d'accord. Mais ouais, c'est ça. Ah, c'est C'était peut-être les hormones, c'était comme ça, ça t'a voilà. donné un boost incroyable au final. Je sais pas. Je sais pas, ça doit être ça, peut-être. J'en sais trop rien. J'en sais trop rien. Non, mais il y a eu des moments quand même où je sais que c'était compliqué et où pour tout gérer, voilà, il fallait vraiment assurer. C'était pas toujours évident. J'imagine. Franchement, moi, tu m'impressionnes là-dessus. Je te félicite, j'ai envie de dire, on s'en fout. C'est plus. Non, mais c'est Non, vrai, en fait. félicite-moi. Ouais. Si, je peux te féliciter, mais ça te fait une belle jambe. Mais moi, ce que je trouve intéressant, encore une fois, c'est vraiment que ça montre, pour moi, je te l'ai déjà dit, hein, mais pour moi, ça montre un trait de caractère qui, qui est très présent chez toi, c'est ta persévérance. Je suis un peu têtue, c'est pour ça. Je sais pas si c'est une qualité, mais je suis parfois un peu têtue, effectivement. Et puis, en fait, alors encore une fois, je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais c'est vrai que quand j'ai une idée en tête, si j'ai décidé quoi. En fait, je vais pas trop écouter ce qu'on va me dire autour, me dire bah non, mais fais peut-être pas ça ou si je sens en fait que je dois le faire, et ben j'y vais. Donc, Ok. encore une fois, peut-être un défaut, peut-être une qualité, je ne sais pas. Ah bah, j'imagine, au regard de la gestion de tes dossiers, par rapport à tes clients, ça peut être une vraie force, si tu as une idée que tu dis elle est à fond et que d'autres, pourraient peut-être être frileux, bah, là-dessus, ça peut être une force. Ah oui, c'est vrai, ouais. Sur les dossiers, ça peut. Après, oui, sur les dossiers, je dirais que c'est plus, ouais, l'acharnement à l'accompagnement que je vais y mettre, quoi. Euh, Ça se traduit plus comme C'est-à-dire? ça, en fait. Bah, en fait, je considère que oui, c'est un packaging, quoi. Le client qui vient te solliciter, c'est pas il y a oui la rédaction d'actes, il y a oui l'aspect juridique, mais il y a tout un packaging humain avec, psychologique, tout un encadrement à avoir avec le client qui est aussi important que la prestation juridique que tu vas lui délivrer, je trouve. OK. Et donc si j'ai bien suivi, tu es à, j'ai fait mon DUT, je suis rentrée dans un cabinet d'avocats, j'adore tellement ça que je veux maîtriser mes dossiers, du coup je fais mes cours, je passe le master, le DJCE. Est-ce qu'à la fin du DJCE, tout de suite tu t'es dit, je passe, et d'ailleurs, est-ce que tu as passé le cap
pas le CRFPA, pardon, excusez-moi. Alors, il faut savoir que pour l'école d'avocat, on a un examen d'entrée qui n'est pas un concours officiellement. Pour pouvoir rentrer à l'école d'avocat, que derrière l'école d'avocat, bon alors après ça dépend, hein, mais on va dire ce qui se passe aujourd'hui et non pas à notre époque, dure, dure 2 ans. C'est censé être scindé en 6 mois, 6 mois, 6 mois, mais dans les faits, ça dure à peu près 2 ans et à l'issue de ce cursus-là, on passe un diplôme qui s'appelle le CAPA, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Ça, c'est, on va dire, le truc, le truc, c'est bien ça franchement, le chemin classique et il faut savoir aussi que pour être avocat, on peut passer, des passerelles. Toi, comme tu as été juriste, alors une passerelle, c'est quoi? C'est typiquement un juriste qui a une expérience, alors je me souviens plus exactement des textes, mais je crois que c'est 10 ans ou 5 ans, je sais plus et il peut passer des 8 ans, examens, 8 ans, ouais. voilà. Et il 8 passe ans, des ouais. examens et après il demande l'autorisation au barreau qui peut dire oui ou non. Est-ce que toi, tu es passé par le CRFPA, l'école, le CAPA ou tu es passé par la passerelle? Ah non, moi j'ai fait la passerelle. OK. Quand j'ai eu mon DJCE, en fait, j'ai contacté l'Ordre des avocats de Lyon. Je leur ai posé effectivement la question de savoir si je pouvais avoir la passerelle. Je suis passée une première fois devant le jury qui m'a retoquée parce que j'avais du temps partiel en fait suite à mes congés maternité et donc je n'avais pas mes 8 ans pour eux. Et donc en fait j'ai redéposé après le dossier une deuxième fois, on va dire une semaine avant le confinement. Donc forcément il ne s'est plus rien passé. C'est étonnant. Voilà. Et après, bon, pour d'autres raisons perso, pour le coup, j'ai un peu laissé de côté pendant quelques temps. Et puis j'ai redéposé après le dossier, qui a été après largement accepté par le barreau de Lyon pour que je puisse effectivement intégrer la passerelle. Ouais. OK. Et alors ça, c'est bien du jargon d'avocat, hein, tout ce qu'on vient d'évoquer, j'imagine, je me C'est mets ça. de temps en temps à la place de mes auditeurs, ils doivent se dire: «Mais pourquoi ils nous Oui, qui parlent de ça?» disent Mais c'est je ça. trouve que c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que, pendant 10 ans, en fait, tu as une bonne, 10 voire plus, tu as exercé en tant que juriste et tu exerçais, à peu près les mêmes fonctions qu'un avocat ou est-ce que tu peux nous expliquer les différences? Alors, la seule différence, c'est que tu n'as pas le titre d'avocat, c'est que tu cotises pas au barreau et t'es pas membre du barreau comme un avocat. Mais concrètement, dans les faits, je faisais exactement le même travail qu'un avocat. J'allais chez mes clients, je traitais mes dossiers en autonomie. Enfin, j'avais vraiment aucune différence dans le traitement de dossiers, la gestion des dossiers. Euh, que je sois juriste ou que je sois avocate, c'était exactement pareil en fait. OK. Et tu me dis, que tu étais au barreau de Lyon, que tu es d'ailleurs toujours au barreau de Lyon. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves à exercer dans le Nord-Isère? Ah alors, c'est, alors déjà je travaillais dans le Nord-Isère depuis une quinzaine d'années, hein, dans le cabinet où j'étais, même si j'ai toujours été rattachée à Lyon parce que l'avocat pour qui je bossais était enfin au barreau de Lyon. Le Nord-Isère, c'est tellement naturel pour moi d'être là parce que c'est mon fief, c'est là où je suis née, c'est là où j'ai eu ma famille, c'est là où je me suis installée avec mon mari, enfin et c'est très naturel d'être auprès j'allais dire d'une population, mais c'est pas péjoratif ce que je dis, mais d'une population rurale qui répond en fait à, à mes attentes en fait. Voilà, on a le même langage, donc Mmh. donc c'est
C'est plus facile. Ça se fait naturellement au final. Carrément, ouais. Carrément, Et ça se fait naturellement. est-ce que pour toi, c'est, alors bon, pour toi personnellement, j'ai bien compris, ça s'est fait naturellement parce que tu viens de la campagne et c'était évident pour toi d'être proche des gens de la campagne aussi. De mon Mm. côté, je partage complètement exactement la même chose, hein, comme j'ai dit, mon petit hameau de 30 habitants, alors imagine, hein, c'était vraiment le fin fond de la campagne chez moi, hein. Alors pas la C'est même ça. certes, mais il n'empêche. Mais Et la campagne quand même. exactement, et c'est pas pour rien que quand j'exerçais, j'avais ouvert un cabinet secondaire dans le fameux village à 7 000 habitants qui, pour moi, est une ville. Ouais, c'est Mais ça. c'était, C'est ouais, ça. c'était vraiment dans cette optique d'être au plus proche des gens. Parce que j'estime que, l'accès au droit participe aussi de l'accès aux avocats, et on a le système judiciaire qu'on a, c'est-à-dire que les tribunaux se trouvent là où ils sont, et ça, nous, avocats, on n'a pas la main Mm, dessus, et c'est l'État qui décide de la carte géographique du système judiciaire. Il nous supprime au fur et à mesure des juridictions, mm, il supprime les moyens des juridictions, ce qui explique aussi la fermeture de beaucoup de juridictions. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on constate? C'est que au niveau contentieux, hein, je parle, les juridictions s'éloignent géographiquement des gens de la campagne. Et mm. moi, j'estime que l'avocat a un rôle crucial pour le coup là-dessus. C'est que c'est à l'avocat de faire ce relais, de faire attention à avoir justement ce maillage territorial beaucoup plus implanté en campagne euh, que les magistrats, eux, peuvent pas, parce qu'eux, ils sont obligés d'être au niveau des juridictions. Nous, avocats, on n'est pas obligés d'être dans les juridictions. Si on fait du contentieux, bah, on se déplace pendant les audiences, pour les audiences. Mais si on fait de Mhm. conseils, Mm. on n'a même pas lieu d'aller dans les juridictions. Donc pour moi, ça relève de l'intérêt général que l'avocat assume et assure ce maillage territorial. Est-ce que toi, tu as cette même vision, et est-ce que tu avais pensé à ça en te disant: «Bah, je veux accompagner les gens du Nord-Isère»? Ah oui, mais je partage complètement, ouais, ton avis. Je nous compare un peu à la même problématique qu'ont les médecins, c'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi des médecins ne viennent plus en campagne pour exercer, alors qu'on a besoin de médecins. Et de la même façon, en campagne, on a besoin des avocats, et on a besoin qu'il y ait des avocats qui soient sur le territoire, proches, accessibles. Alors sur nos matières ma matière de conseil aux entreprises, oui, parce qu'il y a forcément des entreprises qui sont en demande, mais sur d'autres matières aussi, je pense notamment au droit de la famille, où tu vas avoir des personnes qui vont être dans des situations précaires ou difficiles, qui ont besoin d'être accompagnées juridiquement. Et je trouve que c'est rajouter en fait une problématique à ces personnes-là, que de leur dire effectivement ta personne à côté, il faut que tu parcours 50, 60 kilomètres pour arriver à accéder à une personne qui va te conseiller. Je trouve pas ça normal, effectivement. Je pense que l'accès au droit, il doit se faire en campagne comme il se fait en ville. Il y a pas de raison. C'est pas, j'allais dire, c'est pas dégradant pour un avocat de se retrouver à la campagne pour dispenser son savoir et pour amener son aide en fait à ses clients. Je vois pas où est la problématique, bien au contraire. C'est clair. Voilà. Qu'est-ce qui, selon toi, fait que justement il y a si peu d'avocats dans les, ce qu'on appelle, petits, alors non, je vais faire du politiquement correct. Enfin, je vais essayer. Dans les barreaux de petite taille. Alors je pense que tu as deux phénomènes. Tu as peut-être le fait que le barreau de petite taille, justement, il est très fermé. On a du mal, nous, si on est de l'extérieur, à rentrer dans un petit barreau. Il y a quand même un sésame à essayer d'avoir qu'on n'a peut-être
un peu de difficulté à avoir. Et puis je pense que le jeune avocat qui sort de l'école, on lui en a mis plein la tête, et effectivement il a des espèces d'images en fait de grands avocats qui plaident, qui sont connus, et se dire oh là là, moi je vais faire avocat à la campagne, oh non, mais ça va être nul en fait, ça va pas être bien, je vais pas bien gagner ma vie, je vais pas avoir de clients, je pense qu'il y a peut-être un peu cette image-là. Ouais. Alors, en ce qui concerne le fameux sésame sur les barreaux de petite taille, moi ça me fait doucement sourire parce que c'est pas justifié en fait. Puisque justement on est une profession où on peut être attaché à un barreau mais exercer à un autre endroit physiquement, les gens alors soit les personnes qui sont attachées à l'image qu'ils renvoient et qui veulent paraître en disant je suis avocat au barreau de Lyon, peuvent très bien rester avocat au barreau de Lyon et néanmoins venir justement dans les zones plus éloignées, les zones rurales, exercer. Et à l'inverse, tu as les gens, les habitants de la campagne qui ont des avocats qui sont dans la même ville qu'eux, mais qui vont aller dans les grandes villes parce qu'à ce qui paraît, les avocats dans les grandes villes sont plus compétents et plus intelligents que les avocats dans les petites villes. Peut-être, je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues en fait. Je pense que des deux côtés, je pense. Des deux côtés, en fait, mais ça, on rejoint peut-être une autre problématique qui est la problématique de la communication qu'on peut faire d'une manière nationale par rapport à notre profession, pour diffuser en fait qui on est vraiment, qui c'est vraiment un avocat, qu'est-ce qu'il peut apporter, et on a en fait des espèces de stéréotypes dans les esprits qui font que soit la personne en campagne est même pas au courant qu'il y a des avocats à la campagne. ça j'ai déjà entendu en fait de dire ah bon, parce qu'il y a des avocats à Bourgoin. Bah oui, en fait il y a des avocats. Oui. Oui, il y en a plusieurs dans plein de matières. Il y en a plein en fait. Il y en a plein. Donc il y a ce manque, je trouve, de communication. Et puis oui, se dire effectivement ouais, mais si je veux un bon avocat, faut que j'aille en prendre un en ville dans un gros cabinet parce que celui qui est là à côté, il doit pas être compétent quoi. Il y a un petit peu des clichés comme ça qui existent de part et d'autre, côté avocat et côté client. Je pense qu'on est un peu bourré d'idées reçues. Alors voilà, vous venez d'écouter le parcours de Gisèle et puis notre vision partagée, vous l'avez bien compris, de la place de l'avocat proche des gens, près des gens et surtout à la campagne. Dans le prochain épisode, vous verrez que justement pour pouvoir participer en tous les cas au maillage territorial, la discussion est assez naturellement partie sur la communication de la profession. Donc restez à l'écoute, la deuxième partie de l'interview sera en ligne d'ici quelques semaines. Belle journée à tous!